Oui, devant ta télévision, tu te demandes pourquoi je pleure. Et bah parce que c'est la dernière de la saison de Plus ou moins Geek, donc il va y avoir pas mal de... apparemment de chroniqueurs qui s'invitent sur ce plateau. Vous reconnaîtrez Franck, Stéphane, les gars, je vous fais des petits clap-clap, Baptiste, Nico, ma petite Yumi, et bien évidemment les autres qui sont en plateau. Et le petit chiffre du jour, ce sera 1982, c'est la naissance de Fred et de Seb. Les autres autour de cette table, RL, Laurent Kessy, Sébastien, Beautiful Racia, Monsieur Frédéric, voilà, c'est Monsieur Rurik, sucré salé, fallait quand même que je la fasse sur la dernière. Et François, bien évidemment, on l'oublie pas notre petit François. Lui, il nous oublie, hein. Ouais. Ah. Voilà, chaque fois on lui fait perdre ses jeux, ses parties de jeux vidéo. Allez, tout de suite, sommaire. Aujourd'hui, c'est la dernière et ça me rend tout triste. Mais je dois faire mon travail de voix off, que voulez-vous. Vous découvrirez le film Hardboiled de John Woo, le jeu vidéo Quantum Conundrum, la dernière partie des aventures de Frank au cœur d'un tournage de Plus ou moins Geek, l'interview carrière de l'auteur Norman Spinrad, le jeu de rôle 3h16 Carnage dans les étoiles, une enquête sur le phénomène de la Game Boy, le talent web Kemar, ex-membre du Velcro avec Norman et Hugo, Princess Jellyfish, le mystérieux auteur Greg Egan, et enfin, la dernière, mais cela dit incontournable, Shopping List. David, mon gars, je t'ai aimé toute l'année, et maintenant pour la dernière fois, c'est à toi. Le ministère de la Culture du Japon pleure déjà la dernière chronique de la saison de Rurik. Rubrique cinéma avec Rurik. Parce que tu fais Japon, mais tu fais tout. Moi, j'ai un truc à te dire, mon bonhomme. C'est pas le Japon, c'est Hong Kong. Parce que toi, derrière ta télévision, oui, je sais, c'est tous les mêmes, mais c'est pas tous les mêmes du tout. Non, c'est pas du tout tous les mêmes, pas du tout. Hong Kong, c'est punk, Hong Kong, c'est le bordel, c'est l'énergie de ouf, tu vois. Le Japon, c'est quand même, les choses sont bien rangées, c'est leur truc. Hong Kong, c'est l'apocalypse. Et ce film, mon ami, eh ben, c'est l'apocalypse aussi. Image, s'il te plaît. Ouh là là, ça c'est de la voiture. C'est l'apocalypse. Non, merde, ça veut dire, mais regarde, ils roulent à gauche déjà, c'est l'apocalypse. T'es d'accord avec moi? Ils ont des gueules. C'est marrant, est-ce que c'est un film sur une boulangerie? Parce qu'il y a beaucoup de farine. Hardboiled. Eh ben, je pense que oui. Et ça charque sévère. Regardez-moi ça, ça tire. Ça tire l'arigot, j'ai envie de dire. Toute la journée, toute la soirée, tout le temps, toute la journée. Voilà, c'est vraiment l'apocalypse. C'est un film de Jean Woo. Voilà. Alors, Hardboiled, en français, à toute épreuve. Et là, je peux te dire, mon pote, que c'est pas rien. Je ne vais pas vous parler d'un film, je vais vous parler du film. Parce que, à la fin, au début des années 90, bon, à Hong Kong, il y avait déjà plein de films incroyables, mais ça mettait quand même du temps à arriver ici. La presse en parlait, mais ça restait une presse spécialisée. L'Occident connaissait peu les films d'action de Hong Kong. C'est histoire de fantômes chinois, voilà, ce genre de trucs. Un peu avant, il y avait des Jackie Chan, il y avait des Bruce Lee. Ça sortait qu'en VHS, on les avait pas au cinéma. Ça sortait en VHS et dans des trucs un peu chelous que personne connaissait vraiment, avec des doublages ignobles et machin. Et tout d'un coup, moi je me souviens de l'avoir vu ce film, Hardboiled, à toute épreuve, en salle. Pour moi, il y a un avant et il y a un après. Je suis sorti, je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens de voir? Qu'est-ce que je viens de voir, hein, Clément? Tu dois t'appeler Clément, toi qui regardes l'émission. Vraiment, j'ai vu une espèce de folie avec Chow Yun-fat, qui n'était pas encore la méga star internationale, il était déjà star là-bas, mais qu'il est devenu, qui tire 500 milliards de balles sans jamais recharger, bien sûr, son pistolet, qui avance comme ça en tirant, suspendu par un câble, et qui, le plan d'après, refait le même mouvement, forcément, parce qu'il faut exagérer un petit peu. Et vraiment, je me suis dit, mais ils sont fous, ces mecs. Ils sont tellement fous que John Woo, qui était un réalisateur qui était déjà chevronné, il avait déjà fait Le Syndicat du crime, Une balle dans la tête, etc. C'était son dernier film à Hong Kong avant de passer à Hollywood, où là, les gens ont dit, attends, à Hollywood, on sait plus rien faire, on n'a plus d'idées. Viens mon pote, remets-nous des colombes, des ralentis, des gunfights, des trucs. À toute épreuve, c'est l'apocalypse absolue entre. Alors c'est Chow Yun-fat qui est un flic et il y a Tony Leung qui est un tueur, mais en fait c'est bon voilà, il y a tout. Je vais pas vous spoiler le truc. Et il y a un méchant qui est un grand méchant qui m'a terrorisé, qui est un Eurasien, donc il a un visage très étrange, Anthony Wong Cho-san, voilà, qui est vraiment l'un des meilleurs acteurs du monde que j'ai eu la chance de côtoyer plusieurs années après, qui est un mec vraiment. Dans quel contexte? Sur des tournages de films, notamment avec Johnny Hallyday, parce que c'est lui qui joue à côté de Johnny dans Vengeance, voilà. Et Anthony Wong, c'est un mec qui a pas la langue dans sa poche, puisqu'il dit par exemple, John Woo c'est un con, John Woo il a pas de scénario, il s'intéresse pas aux acteurs, c'est de la merde, voilà. Ça c'est Anthony Wong, mais c'est pour ça qu'on l'aime. C'est vraiment l'un des meilleurs acteurs du monde. Faut savoir qu'il y a quelques années, au César de là-bas, l'équivalent, meilleur second rôle, il y avait donc 5 nominés, 3 fois c'était Anthony Wong pour 3 films différents. Voilà, ça vous donne un petit peu le truc. C'est comme si en France on avait, je sais pas, Gérard Depardieu par exemple. Non, c'est fini maintenant. Non, c'est pas possible. En Russie, pardon. Donc en fait, voilà, c'est
il y a un scénario vaguement prétexte qui est encore un petit peu comme Piège à Hong Kong avec Van Damme. Une histoire de fin comme ça, de passage à la rétrocession. Donc la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Cette espèce de futur incertain où beaucoup de gens ont analysé le film. Chow Yun-fat qui tient un bébé comme ça, qui essaie de le protéger à la fin du film. Comme la jaquette, elle est terrible. Voilà. C'est la jaquette française, c'est ça. Voilà, c'est la jaquette française. Avec un bébé comme ça, il y a fusil à pompe. Et voilà, il y a des gens qui disent c'est un petit peu la métaphore. Il a Hong Kong et c'est un peu l'avenir de Hong Kong. Que va-t-il être? Est-ce qu'il va réussir à c'est le bébé. Voilà. Je ne suis pas sûr que forcément à Hong Kong ils se pensent. Ouais, je pense qu'ils sont pas trop fichés. Ils se sont dit, on le prend, on met un bébé, on lui met un gun. C'est virtuose. J'ai envie de dire, peu importe l'histoire, l'énergie est hallucinante et le film d'action mondial en a été changé. Eh ben écoute, je prends tout ton argumentaire. C'est formidable, c'est génial. Il y a de l'action. C'est l'Inside de Franck, 3e partie dans les coulisses de notre émission. Plongez au cœur d'un grand événement. Voici l'Inside. Les amis, découvrez le dernier Inside de Franck dans les coulisses de l'émission. À moins que Baptiste n'ait volé le micro. Vous êtes plutôt gentil, même si vous me faites peur. C'est vrai que le geek est assez flippant parfois. Bonjour. Vous entendez cette voix? N'est-ce pas merveilleux? Ouais, je travaille comme crooner à côté, moi, c'est chacun son boulot. Tu es apparemment la scénariste de l'émission. Non, je suis la script. La script, effectivement, je n'ai aucune expérience en matière d'audiovisuel, donc je ne sais pas la différence. Alors, laissons Franck, très frais en cette matinée, reprendre la main. Bon les gars, faut pas faire chier Riri là. Voyons comment Fred lorgne sur la déco du plateau. Vous allez pas vous en servir des trucs, des cadres Batman là? Des cadres? Non, mais moi je te les achète quoi, franchement. Je les ai payés 50 centimes sur Marché aux Puces, c'est-à-dire que si tu me les rachètes, tu me dois 1 euro. Autant dire le salaire de Fred. Ouais, ils sont magnifiques, t'as pu les payer? Et si vous avez des cadres à vendre, contactez Fred. Et encore une magnifique interview de 2 magnifiques personnes. Il y a bien sûr Stéphane Gallo et aussi moi-même. Donc voilà, donc on va un peu parler entre nous. Attends, attrape le Faucon Millenium. Ouais. Non, il y a aussi Baptiste Poulet. Comment vous êtes venu? C'est commencé. Je connaissais un petit peu David, et puis un jour il cherchait des nouvelles chroniques, et je me suis proposé... Et il cherchait des nouvelles chroniques, et puis un casting, et tout s'est bien passé, donc je suis encore là aujourd'hui. TRL m'a dit qu'il cherchait un chroniqueur jeu de rôle, jeu de plateau. J'ai dû faire un casting. On s'est d'ailleurs croisés au dernier bar avant la fin du monde ce jour-là à Paris, Baptiste et moi. On a vu passer Yumi aussi rapidement. Ouais, mais le début d'une grande histoire d'amour. C'était chaud entre nous trois. J'ai suivi ton regard et j'ai fait ouf. Ouais. Du coup, on a laissé David en plan quand même. J'étais super fan de la saison 1 et je trouvais qu'il manquait beaucoup de cosplay, parce qu'il n'y en avait pas du tout. Donc résultat, j'ai envoyé un mail à David en disant que pour chaque thème de l'émission, j'aurais présenté tel cosplay, tel cosplay, tel cosplay. Et il m'a dit bah ok, on passe un test caméra sur Paris. Et donc voilà, j'ai pris 3 cm depuis. C'est vrai? Ouais, j'ai trop fière mais de ça moi. se voit, tu dépasses mon nez. Rencontrons également la grande bosse. La production, ça consiste en préparer les tournages, l'équipe, le concept, pour que ce soit une belle émission, en tout cas le mieux possible. On remercie aussi le public qui nous suit et qui est très actif sur notre forum, sur les sites internet, sur les réseaux sociaux et qui nous donne de bons conseils qu'on essaye d'écouter. Surtout quand on voit ce qui se passe en coulisses. Pauvre Mylène, elle a souffert. C'est énorme, il y a un taxi. Énorme. Comment es-tu rentré du coup à Plus ou moins Geek? Vas-y, déshabille-toi. Bah voilà, comme ça, en couchant. D'accord. Ils sont nuls en fait. Ils sont nuls. Non mais on est tous des geeks et puis un concours de circonstances et puis voilà quoi. Il y a un peu de Zelda, il y a un peu de Gears of War et Mad World. Zelda, voilà. Un petit peu de Gears of War. Voilà, c'est ça, c'est plus ou moins game. Ouais, c'est ça. Et il est temps de vous montrer qui est derrière la caméra. Notre cadreur Camille. Camille qui était présent partout, il a toujours été là. J'adore la télé, tout ça, bien. Thalassa, c'est le top. Je peux le dire, je suis geek. Ça y est, j'aime les jeux vidéo, je lis de la BD et j'aime bien les trucs de Rick Fantasy et les séries un peu bizarres. J'aime bien. Et puis il me fait rire, donc il paraît que c'était geek. Voilà. C'est un geeking out. Voici le moment de l'exclu de ouf. L'équipe a réalisé des sketchs jamais diffusés. Enfin, jusqu'à maintenant. Une sitcom de l'espace non gardé où l'ordinateur de bord du vaisseau, nommé Albert, retenait prisonniers nos chroniqueurs. Des geeks dans l'espace. Avec Fred dans le rôle de Fred, Rurik et Laurent dans les rôles de Rurik et Laurent, Erel dans le rôle de Erel
David dans le rôle de David et Seb dans le rôle de Seb. L'œuf d'Alien dans le rôle de l'œuf de Pâques. Épisode 1er coupé au montage, Pâques dans l'espace. C'est vrai, regarde ce que j'ai trouvé. C'est quoi? Un œuf. C'est peut-être Pâques dans l'espace après tout. Ouh, mais Pâques dans l'espace. T'es sérieux là? Ouais, tu dis ça, ouais, t'es jalouse, hein. Tu verras quand j'aurai trouvé tous les œufs, hein. Ils seront tous à moi. Une chanson douce que me chantait ma maman, arrangeant les douces qu'elle ne chantait pas comme ça. Mon précieux, il est à moi, mon précieux. Ça va mieux toi, hein? Ouais, t'as l'air d'avoir repris le poil de la bête. Moi, ça va très bien. Eh ben c'est bien, Seb, il a plus son œuf. Si. Mais il est où? Bah, il le couvre là. Ouh. Bravo, vous avez réussi à me faire passer le temps. J'épargne votre planète une journée de plus. Ouais, mais j'ai perdu mon œuf, moi. Qu'est-ce que tu manges, là? Une omelette. Ouais, mais pourquoi elle est verte? Si vous voulez retrouver des geeks dans l'espace prochainement, tapez sur 1. Je ne sais pas sur quoi, tapez juste 1. C'est aussi leur dernière, mais alors est-ce que c'est leur moitié de dernière puisqu'ils sont deux? Rubrique jeux vidéo avec Fred et Seb. Reprise sur la grimace. De Niro. Acteur studio. Donc voilà, moi je vais te parler d'un jeu qui est sorti l'année dernière, c'est un petit coup de cœur, mais c'est un jeu qui est passé un peu inaperçu, mais qui est très très sympa, et qui est un peu, voilà, qui a un gameplay un peu hors du commun, donc j'ai envie d'en parler. Et ça s'appelle, c'est un nom, voilà, encore à s'arracher les cheveux. J'attends. Quantum Cannon. Tu me regardes quand tu dis arracher les cheveux, je sais pas, j'étais attiré par là. Il me va très bien ce jeu. Quantum Cannon. Et on va regarder les images tout de suite. Donc là aussi le gameplay est un peu compliqué à expliquer, donc j'espère que vous serez attentifs à ce petit extrait vidéo. Ah mais c'est Quand on voit des créatures, on voit un gant, on voit des trucs qui se passent, on voit des... en fait. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est très étrange en tout cas ce qu'on voit là. Voilà, on voit des ça, trucs c'est qui des voilà, animatiques ou c'est dans le jeu? Je sais pas si vous avez compris. C'est un truc un peu comme Portal. Exactement. C'est bizarre ce truc. La musique est très sympa aussi. C'est des Si on casse-têtes. peut écouter. Le jeu, c'est un puzzle FPS, c'est-à-dire un puzzle game à la première personne, un peu comme Portal. Je sais pas si vous connaissez le jeu Portal. Absolument pas, mais c'est vrai ce que tu dis. Et il y a une suite et tout. Et pourquoi Portal? Parce que justement, ce jeu a été créé par la créatrice de Portal, Ah d'accord. qui bossait chez Valve à l'époque et qui a amené ce concept de jeu de puzzle game à la première personne. Je suis obligé pour cette dernière de déchirer la fiche de monsieur Sébastien Rassia. Non. Slade. Vas-y, continue, soyons fous. Donc Fez, c'est un jeu qui parle... C'est la chronique d'une autre émission qui est en dessous. Quantum Cannon, donc voilà, Il n'y a plus de fiches. Il y a encore des fiches. J'arrive à ton Tout de suite, je passe Donc, la dans le patate style de chaude à Portal. Fred. Exactement. Je crois que Non, je le relance, soyez sympa. J'installe le pitch d'abord. Le pitch, on est comme un petit garçon de 12 ans qui rend visite chaque été à son oncle qui est professeur et un peu savant fou et qui invente des objets un peu tordus. Et un jour, on va lui rendre visite et on se rend compte qu'il a disparu, mais on entend sa voix. Ça veut dire qu'il est coincé dans une dimension en fait. Et alors, donc le professeur Quadrangle, qui va nous guider un peu dans le manoir, va nous expliquer qu'il faut récupérer ce fameux gant qu'on a vu dans la vidéo, qui permet de switcher entre 4 dimensions différentes. Et c'est grâce à cet appareil qu'on va réussir à résoudre des puzzles pour aller réactiver 3 générateurs, il me semble, pour pouvoir délivrer son oncle. Il y a quoi comme dimension différente? Je crois qu'il y a l'antigravité, c'est-à-dire les objets partent vers le haut. Exact, il y a la Fluffy. La Fluffy, c'est le La Fluffy, j'aime beaucoup ça. C'est la dimension plume, ce qui fait que ça rend un peu tout. Voilà, tous les objets deviennent légers. Par exemple, c'est un objet qui est assez récurrent, un peu comme les compagnons cubes dans Portal. Je sais pas si ça ne parle toujours pas. Ça devient comme des gros oreillers cubiques en fait. Donc ça devient léger, donc on peut les porter. C'est-à-dire c'est des coffres-forts à la base. Donc le coffre-fort, on peut pas le soulever avec les mains. Mais quand on switch à la dimension plume, on peut le porter. À un moment, il faut briser une vitre pour passer de l'autre côté. Et on a juste un coffre devant nous. Donc le truc, il faut le soulever, c'est-à-dire passer à la dimension plume, Fluffy.
et le soulever, et ensuite le jeter en l'air, et une fois qu'il est en l'air, rebasculer dans une autre dimension, c'est-à-dire la dimension plomb, parce que voilà, il y a la plume, la plomb, plus lourd, et voilà, et ça devient plus lourd, donc le truc plus lourd dans les airs, avec l'inertie, va péter la vitre, et on passe de l'autre côté, et on évolue dans le jeu. Mais le truc, c'est que le jeu est pas aussi poussé que Portal, dans le sens où Portal, il y a vraiment un univers derrière, il y a des personnages, il y a un scénario. Voilà, il y a surtout c'est le côté personnage qui rend le truc attachant. Voilà, il y a une fanbase qui est assez énorme sur Portal, on trouve plein de produits dérivés maintenant, enfin voilà, c'est vraiment culte de chez culte. Le Cake in the Light partout. Voilà, les chansons de fin qui sont plus... Des Portal Monnaie, beaucoup de procédures. Devant la maison, il y a le Portal aussi, enfin... Ça sera le dernier peut-être de la saison. Je vais vous demander de couper les portals par contre. Je prends les rênes de cette émission. Vous, devant votre télé, vous n'avez pas besoin de switcher dans un autre univers pour découvrir l'interview carrière. Ne bougez pas, c'est le moment de l'interview carrière. Si j'avais un corps, je me mettrais à genoux pour accueillir Norman Spinrad. Cet auteur emblématique de la SF, qui affiche plus de 70 ans au compteur, a même le goût de vivre en France depuis quelques années. Retour sur le parcours de cet éternel provocateur dont les œuvres phares, Jack Baron et l'Éternité et Rêve de fer, ont révolutionné le genre. Mais revenons sur son début de carrière comme agent littéraire. Je commençais à écrire. J'avais vendu 3 nouvelles. J'avais un appart pas cher dans l'East Village, mais j'avais besoin d'argent, d'un boulot. Puis j'ai pris l'agence de Scott Meredith comme agent. Ils n'ont rien vendu pendant 6 mois, alors j'avais vraiment besoin d'argent. Et je les ai convaincus de m'embaucher. L'agence avait des listes d'auteurs. Il faisait tout le travail, mais Scott Meredith signait lui-même toutes les lettres et tous les papiers. Nous étions donc tous anonymes. 2 rencontres l'ont profondément marqué. Michael Moorcock et Harlan Ellison. Quand je suis allé à la conférence de Milford, je ne connaissais quasiment aucun autre auteur. Et Harlan venait de suivre les Rolling Stones pour faire un article. On s'est plu tout de suite et nous sommes devenus amis. J'ai un peu vécu à Los Angeles où Harlan m'a trouvé un petit appartement. Et c'est à ce moment-là qu'il a eu l'idée de Dangereuse Vision. Pendant un temps, à LA, il a été mon mentor. Pour Michael Moorcock, là aussi c'est en rapport avec la conférence de Milford. J'avais écrit Jack Baron et l'Éternité et je n'arrivais pas à le faire publier aux États-Unis. J'ai donc emporté un manuscrit à la conférence, où j'ai rencontré Mike Moorcock, qui s'occupait à l'époque de New Worlds. Il l'a lu et a décidé de le publier dans la revue en 6 épisodes. Juste après ça, je suis allé vivre à Londres pendant 1 an. Je faisais partie de la clique de New World. On a parlé de moi au Parlement, j'étais une cause célèbre. Dès que le livre a été dénoncé au Parlement, je l'ai aussitôt vendu en Angleterre et aux États-Unis. Oui, car Jack Baron et l'Éternité nous plongent dans l'histoire d'un présentateur vedette, très dérangeant pour la classe politique, qui se voit proposer l'immortalité en échange de son silence, le tout sur fond de racisme et de corruption. Pourquoi avez-vous eu autant de mal à publier vos romans aux États-Unis? En fait, ça dépend des périodes. Pour Jack Baron, c'était durant la période de la contre-culture. J'ai essayé de le vendre à des éditeurs de littérature générale qui m'ont dit qu'ils ne pouvaient le publier car c'était de la SF. Et les éditeurs de SF n'en voulaient pas car pour eux, ça n'en était pas. Je ne crois pas être rejeté pour des raisons politiques aux États-Unis. Je l'ai été par un seul type qui en avait le pouvoir et qui a coulé mon livre commercialement. Et je pense qu'il a fait ça parce que quand il était un petit éditeur de SF à Londres, je faisais partie de New World, la revue à la mode, et je crois qu'il m'en voulait pour ça. Et depuis, je n'ai publié que Il est parmi nous aux États-Unis, après sa publication en France par Fayard. Et vous avez posé vos valises en France? Oui, oui. Vous savez, j'ai toujours eu du succès ici. En partie grâce à Jack Baron, à Rêve de fer, et grâce aux livres d'avant. Vous savez, il y a 2 ou peut-être 3 livres, Les Solariens, Le Chaos Final et Les Pionniers du Chaos, qui ont été publiés par Jean-Claude Silverstein.
Un éditeur très intéressant et expérimental. Et ensuite, Jack Barron, publié par Gérard Klein, qui a ensuite sorti L'Enfant de la Fortune, La Grande Guerre des Bleus et des Roses, et le reste a été publié par De Noël. Le Printemps russe, En direct, Bleu comme une orange, tout ça c'était Jacques Chambon. Quel est votre dernier roman en date? Mon dernier livre s'appelle Le Temps du rêve et n'a pas été publié non plus aux États-Unis. Mais je n'ai pas beaucoup essayé de le vendre. C'est un livre sur un appareil qui permet de programmer ses rêves. Ça devient un divertissement, une forme d'art. Le lecteur est le personnage principal. C'est votre rêve, vous êtes le personnage principal. Tout le livre est à la deuxième personne du singulier. Cela fait très nouveau roman? Oui. Un bon ami à moi, David Hartwell, et d'autres personnes ont dit que c'était impossible. J'ai donc écrit 6 rêves qui ont été réécrits ensuite pour être dans le roman. Le temps du rêve parle donc de rêves et de créativité. Des rêves en tant qu'art. Car je pense que la majorité de l'art vient du même endroit, des rêves. On vous conseille bien sûr Rêve de fer, dans lequel Adolf Hitler a échoué à prendre le pouvoir en Allemagne et s'est reconverti en écrivain d'heroic fantasy. De jolies polémiques une fois encore. En tout cas, je veux bien accueillir tous les écrivains de SF chez moi, du moment qu'on partage le loyer. Interview réalisée par qui? Bon, bah, par Laurent. Ah bah oui, Norman Spinrad, super, c'est un grand nom de la SF des années 60-70 et il continue à écrire. Et c'était un super pote à Harlan Ellison, voilà. Je dis ça, je dis rien. Ah, voilà. Écoute, reste chaud comme la Bresse parce que c'est avec toi qu'on enchaîne. Rubrique BD et romans avec Laurent. On va rester dans la SF avec Spinrad. Un autre auteur, un Australien. Allez, vas-y. Allons faire. Tiens, voilà. Ce soir, c'est prends tout de suite celle des REL. Voilà, ce bouquin, moi je vais te déchirer aussi. Attendez. Vas-y, Laurent. Un auteur australien, c'est ce qu'a dit Rurik sur Hardboiled. Voilà, c'est un peu le même principe que pour Greg Egan. Je ne vais pas dire qu'il a autant révolutionné et autant inspiré la SF quand il est apparu dans les années 90. D'ailleurs, on va voir quelques couves. Mais il a donné un petit vent nouveau, il a apporté quelque chose de nouveau. Egan, c'est un Australien né en 61 dont on n'a aucune photo. On ne sait pas à quoi il ressemble, ce mec, il est assez mystérieux. Il ne va jamais dans des conventions. Bien sûr, c'est pas Paul Sulitzer. Non. Il répond à des interviews par mail, mais voilà. Alors, il n'est pas si mystérieux que ça. Des Australiens, auteurs de SF, l'ont déjà rencontré. Donc ils nous ont bien confirmé que oui, il y a un mec qui s'appelle Greg Egan qui existe. Mais il n'y a pas de photo. Alors chaque fois qu'on voit une photo de Greg Egan sur Internet, c'est pas lui, mais un homonyme. Bref, donc un peu mystérieux. Il apparaît au début des années 90 quand il est traduit en France pour la première fois. Il a publié un petit peu avant. J'ai une question toute bête. Ouais. Vas-y. C'est que est-ce qu'il fait ça parce qu'il est est-ce qu'il se montre pas parce qu'il est timide ou parce que c'est un gimmick commercial? Aucun des deux, je crois qu'il a pas envie qu'on l'emmerde du tout. Il y a quelques auteurs comme ça, de BD, de romans, qui jouent un peu ce rôle-là. Il y a Pynchon aussi, mais dont on a quelques photos de jeunesse, par exemple. Egan, on n'a rien, on sait vraiment pas à quoi il ressemble. Il y avait même des théories au début, comme quoi ce serait 2 auteurs, un pseudo, tout ça. Non, maintenant on sait que c'est vraiment un mec qui s'appelle Greg Egan, qui a des diplômes de maths, voilà, et il fait de la art science. Alors la art science, c'est de la SF très scientifique. On prend des mathématiques, de la physique et on extrapole un peu tout en restant dans des bases très scientifiques et ça donne des textes un peu parfois pas rédhibitoires mais complexes, ouais. Des romans d'Egan, il y a certaines pages où on est là, on comprend pas trop, il nous décrit des équations, voilà. Mais ce qui est le plus important, c'est pas ça, on s'en fout de ça, c'est ça lui permet de développer des théories assez folles et qui nous interrogent à nous en tant qu'être humain. Il interroge l'humanité, l'identité, ce genre de choses. Pourquoi Rurik n'a pas de cheveux? Enfin, des questions qu'on se pose. La réponse, moi, voilà. Alors, il n'apporte pas de réponse. L'intérêt de lire Egan, c'est de se poser soi des questions. Exemple de questions? Alors, il a écrit plein de romans, mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ces nouvelles qui, je trouve, elles sont à chaque fois très fortes. Elles posent un problème.
qui est simple en apparence mais qui l'est pas et qui pose des questions philosophiques. La meilleure Par question exemple, restant celle qu'on pose, on avait déjà dit, à l'ordinateur dans Le Prisonnier. Quoi? Oui, ouais, voilà. Bon. Lui, il fait des trucs qui interrogent le lecteur. Par exemple, une nouvelle qui s'appelle Cocon. Une entreprise découvre un moyen de protéger le fœtus de tout ce que la mère avale de nocif. Donc voilà, c'est très très bien. Sauf qu'on se rend compte que ça peut empêcher aussi les enfants d'être homosexuels. On peut choisir voilà, si l'enfant sera homosexuel ou pas. Alors évidemment, il a inventé ça, mais du coup, ça pose plein de questions. Qu'est-ce qu'on ferait dans cette situation-là? Est-ce qu'on ferait un génocide voilà, avant que les homosexuels naissent? C'est des questions comme ça. Il y a une autre nouvelle que j'adore, qui est une de mes nouvelles préférées, qui s'appelle Le Coffre, qui est une espèce de code quantum, mais SF. C'est un mec qui se réveille tous les jours dans le corps d'un autre. Et dans la même ville, là il a 40 ans à peu près, il se réveille tous les jours dans le corps de quelqu'un d'à peu près 40 ans, qui a une femme ou pas, ou un travail, etc. Et à chaque fois, il vit la vie de cet homme-là pendant une journée. Le problème, c'est qu'il raconte sa vie et il dit, quand il était bébé, il se réveillait tous les jours, ou enfant, il avait des parents qui n'étaient jamais les mêmes, parce que tous les jours, il changeait de corps. Il a grandi comme ça en changeant de corps. Et pour lui, c'était parfaitement normal de ne pas avoir tous les jours les mêmes parents. Et donc, il a mis des années à comprendre que les autres enfants n'étaient pas comme lui, et que eux, ils avaient toujours le même parent, il n'y avait que lui qui avait un problème. Enfin, ça pose des questions absolument dingues. Je vous raconte pas la fin de cette nouvelle, mais elle est assez folle parce que il découvre un petit peu une théorie qui expliquerait pourquoi il est devenu comme ça. Et voilà, Greg Egan, c'est des questions complètement tarées qui, il apporte pas forcément de réponse, mais il permet de nous, quand on lit, de réfléchir. Et c'est formidable. Il a quel âge ce mec? Il est né en 61. Ah, il n'est pas très très vieux en fait. C'est pas moi j'ai une question à laquelle j'ai tout de suite la réponse. Qu'est-ce qui vient dans cette émission? Une enquête geek. N'allez surtout pas aux toilettes. Voici l'enquête geek. Oh yeah! Les plus de 30 ans l'ont quasiment tous eu dans leur poche, qui était vite déformé vu le poids de l'engin. Aujourd'hui, retour sur le phénomène Game Boy, console portable de Nintendo qui a révolutionné le marché en son temps et que les collectionneurs s'arrachent désormais. Flashback, souvenirs et décryptage avec 2 experts triés sur le volet. La Game Boy, ça a été une révolution dans le jeu vidéo parce que ça a été l'imposition d'un nouveau standard, à savoir celui des consoles portables. C'était finalement la première vraie console de jeux portable à cartouche que connaîtront beaucoup de joueurs de jeux vidéo. Elle s'est vendue à plus de 118, 119 millions d'exemplaires dans le monde, ce qui en fait la 3e console la plus vendue au monde. Voici Game Boy. Il est portatif, il est excitant, il est stéréo et ses jeux sont interchangeables. De plus, Game Boy vous est offert avec ses piles et le tout nouveau jeu fantastique Tetris qui vous emballe. L'âge d'or de la Game Boy, ça a été vraiment 90, 91, 92, là où on a eu des Zelda, on a eu des Final Fantasy, et puis après la console a commencé à mourir doucement, jusqu'en 96 où, coup de poker, Nintendo sort Pokémon. Et là, c'est de nouveau l'explosion, le raz-de-marée. Pokémon Jaune, édition spéciale Pikachu sur Game Boy Color. Pikachu ne te quitte jamais et tous les deux, vous attrapez un maximum de Pokémon. Ensemble. Pokémon Jaune, attrapez-les tous. Donc du coup, nouvelle jeunesse pour la Game Boy, c'est ce qui a d'ailleurs fait qu'il y a eu des modèles nouveaux. Il y a eu la Game Boy Pocket. Il y a eu aussi, qui est très rare, qui n'est sorti qu'au Japon, je crois, la Game Boy Light, qui était en fait un modèle incroyable. C'était une Game Boy rétro-éclairée. Plus net, plus léger, plus petit. Game Boy Pocket, nettement plus petit. Et surtout, c'est la première de toute une lignée avec les Game Boy Color, les Game Boy Light, la fameuse GBA, la Game Boy Advance, et puis suivi par la série des DS et maintenant 3DS. Les premiers jeux de la Game Boy furent notamment des adaptations des jeux vidéo qui avaient eu un grand succès sur la console de salon, la NES. Donc on peut parler bien évidemment de Mario, on pourra parler de Zelda avec quelques années de retard, on pourra parler de Castlevania, on pourra parler de plein de petits jeux plutôt comme Snake, le fameux jeu de serpent
que l'on connaîtra peut-être plus encore sur les fameux téléphones portables de Nokia, eh bien tous ces petits jeux voilà, furent partie des jeux vidéo qui marchèrent immédiatement sur la console de jeux portable. Mais surtout, on peut évoquer un pack, c'est-à-dire une console Game Boy dans un boîtier spécial vendu avec le jeu, et le jeu vidéo notamment Tetris, puisqu'on doit finalement à ce fameux jeu Tetris une grande partie du succès commercial de la Game Boy. Il n'y a jamais eu vraiment de flop sur Game Boy parce que c'était une époque qui est très différente de celle d'aujourd'hui. Les gens avaient de l'argent, tous les jeux marchaient. Même s'il y avait énormément de jeux, c'était pas encore comme aujourd'hui. Il y avait moins de shovelware. Ce qu'on appelle le shovelware, c'est les jeux de merde qu'on trouve à 10 € par wagon entier dans les supermarchés. Il n'y a pas eu vraiment de méga plantade sur Game Boy, quoi. Ça a été vraiment la console joyeuse où tout le monde réussissait à faire des ventes correctes. Jusqu'à 4 joueurs peuvent jouer en même temps. Collision! Souvent, vas-y! Le troisième dépasse! Chaque pilote a sa voiture, ralentit, son écran et sa propre vue sur la course. Oh non, lui, il est fini! Ça, c'est ce que tu penses? Tu vas voir, mon gars. F1 Race pour le Game Boy de Nintendo! Bon, c'était pas une console qui était très puissante, mais à l'époque, la miniaturisation en était assez balbutiement. Et puis surtout, on parvenait avec 4 piles à jouer pendant des heures et des heures. Quand on est sur une console de jeu portable, on a envie de jouer pendant plusieurs heures durant sur sa console de jeu sans se préoccuper des batteries. Et en fait, c'était le pari réussi, très réussi de la Game Boy, comparativement justement, encore une fois, à l'Atari Lynx ou à la Sega Game Gear, puisqu'elle ne disposait que de 2 heures d'autonomie sur des piles alcalines, alors que la Game Boy, vous aviez 22 heures d'autonomie devant vous, vous imaginez. Même la 3DS maintenant ne fait pas autant. Ah, les piles. Je crois que j'ai vidé des magasins entiers pour ma Game Boy. De quoi manquait la Game Boy? Je dirais d'un écran rétroéclairé. Ça, je pense que ça leur aurait pas coûté bien cher de mettre une petite lampe derrière l'écran. Mais bon, elle a quand même bien rempli son rôle. Et puis ça a permis aux vendeurs d'accessoires de nous vendre des super loupes agrandissantes avec lampe qui permettaient de jouer la nuit planqué sous son lit. L'image était en monochrome, en 4 dégradés de gris, sur un écran qui n'était pas d'une qualité terrible, parce que nous étions sur les premiers écrans à cristaux liquides LCD grand public. Et cet argument d'ailleurs sera repris par tous les concurrents qui essaieraient de lancer des consoles de jeux portables à cartouches, mais couleurs, utilisant des écrans LCD couleurs, tels que Atari Lynx ou la Sega Game Gear. Évidemment, les gens d'aujourd'hui regardent la Game Boy, ils vont vous dire il n'y a pas le Wi-Fi, il y a des piles, il n'y a pas de batterie. Mais enfin, en 1989, faut s'imaginer que les téléphones portables ils tenaient dans une mallette. Donc c'est une console de jeu qui restera gravée certainement dans le cœur de bon nombre de joueurs pendant très longtemps encore. Et nous avons parmi nous quand même des grands joueurs de Game Boy à l'époque. Avec des jeux préférés peut-être? Ah, mais Zelda, Link's Awakening, obligé. Ouais, pareil, Link's Awakening aussi. Ouais, moi aussi. C'est le meilleur jeu sur Game Boy. C'est vrai que c'était Oui, parce que si on revient, Laurent sera expert jeux vidéo. Tu vois. On va voir la dernière rubrique jeu de rôle, jeu de plateau qui va me permettre de faire sa dernière imitation de ses fans. Tout de suite, rubrique jeu de rôle, jeu de plateau. Rubrique jeu de rôle avec Stéphane. Bienvenue dans la rubrique jeu de rôle, jeu de plateau. Le jeu du jour est un jeu de rôle 3.16 Carnage dans les étoiles. Sous ses airs décérébrés, celui-ci cache en vérité une pépite. On peut le considérer au premier degré comme un jeu de campagne militaire futuriste à peine réaliste et à la limite du foutage de gueule côté règles. Mais on peut aussi s'en servir pour amener progressivement ses joueurs à prendre le contrôle de la narration. En bref, on peut en faire un simple défouloir, mais on peut aussi essayer d'en faire bien plus que tout cela, un peu à la façon dont un Starship Troopers peut se révéler véritablement profond. La partie n'a pas encore commencé et pourtant déjà les joueurs sont dissipés. Robin et John sont en train de reluquer leurs personnages minimalistes, Rico, un sergent sec et gueulard, et Tony, un caporal loyal et con. Les feuilles de personnages ont été faites en 5 minutes chrono. Le maître de jeu de son côté est en train de préparer l'aventure qui va être jouée dans quelques instants. Il tiraudait le programme de la partie. Il commence par le nom de la planète. Premier résultat, Warhol. Côté environnement, le maître de jeu relance les dés, il sort un 9. Il y aura donc une humidité très élevée. Tirage suivant pour connaître la nature de l'ennemi. Il va s'agir d'une planète consciente. Et enfin, tirage du pouvoir des aliens. Il s'agira de terminer une rencontre, ce qui permettra aux aliens de disparaître subitement après leur attaque. 5 minutes de préparation et on est déjà prêt à jouer. C'est quand même sympa, 3.16. Les joueurs sont en plein briefing et l'objectif est donc Warhol 6, une planète marécageuse couverte de mangroves et de forêts tropicales denses. L'équipe précédente a disparu lors d'une mission de reconnaissance et la mission des gars du régiment 3.16 va être très simple. Les retrouver et s'ils sont morts, les venger.
Les gars se préparent à la fête, ils descendent de navette, hument l'air, arment leurs guns, font les malins, et soudain, le MJ les interrompt au milieu de leur délire et leur explique qu'une immense déflagration vient de partir derrière eux, les projetant au sol sur quelques mètres. Derrière, une explosion d'acide vient d'emporter en une seule fois l'intégralité de leur contingent. Ils se retrouvent seuls sur la planète. Robin se tourne et demande des infos complémentaires. Les gars ont les mains qui tremblent par anticipation, ils préparent leurs dés. Dans un autre jeu, ils seraient prudents, mais pas là. Là, ils demandent juste où sont les ennemis. John tente d'ailleurs de déterminer l'origine du tir alien. Il fait un jet de capacité hors combat à la demande du maître de jeu. La capacité hors combat est l'une des 2 capacités sur 10 qu'utilise 3.16. En dessous de 7, son jet sera réussi. Il tire un 4 et donc c'est bon. Il a localisé la source du shoot. Robin ne l'attend pas, il annonce que son personnage part immédiatement dans cette direction. De son côté, John lui emboîte le pas. Sur un ton rigolard, les gars sont déjà en train de parier à qui killera le plus dans une minute. Les kills sont ici les points d'expérience. Le MG est en pleine description. Près du site du crash, sur le chemin qu'ont suivi les PJ, les troopers découvrent des saloperies reptiliennes en train d'investir une carlingue. C'est le moment de faire un test de domination pour savoir qui va fixer les règles d'engagement. Le MJ lance le premier les dés pour ces reptiles. Dans ce jeu, il est contraint par les règles. Il lance les dés, il fait de belles réussites avec un 4, un 4. Il relance les dés, il obtient un 5 et un 6. C'est au tour des PJ de lancer leurs dés et ils font un test de capacité hors combat. Les résultats sont assez mauvais. Un 2, un 9. Pour le coup, Robin a fait moins bien que les aliens. Quant à John, lui, il a foiré complètement son test. Cela pourrait être pire, il ne se retrouve pas embusqué par les reptiles, mais ce sont eux qui vont choisir la portée initiale et ils se placent à portée proche. Ce n'est pas une si mauvaise nouvelle pour nos 2 troopers qui sont bien équipés. Le maître de jeu a sorti 4 jetons ennemis d'un coup, il lui en reste 6 en réserve actuellement. Le comité d'accueil est en tout cas sacrément copieux. Robin ouvre le bain de sang. Il lance les dégâts pour estimer ses kills, il sort 2 des 10, obtient 11, il fait donc 11 kills à la mitrailleuse lourde et il retire un jeton menace ennemie du tableau du maître. 2 unités de reptiles ripostent ensuite et elles s'en prennent immédiatement à John qui subit 2 kills. C'est une très lourde attaque, une attaque très violente. John va se venger à présent, il lâche une décharge au fusil à projectiles, un des 6, il élimine 5 reptiles, c'est un joli jet et il fait disparaître un second pion menace. Le MJ décrit les bêtes piteuses qui tentent de sortir de la forêt pour venir se battre au corps à corps, mais sans succès sous les rafales des troopers. Après 2 petites rencontres fugaces qui ont légèrement affaibli les soldats, les troopers ont finalement découvert le centre neural de la planète, la zone d'où convergent toutes ces attaques concernées. Les joueurs parviennent donc à imposer leur distance de combat favorite, une distance proche, parfaite pour installer une zone de kill efficace et utiliser au mieux leurs armes. La boucherie est à un stade très avancé et les 2 héros font maintenant face aux 2 ultimes régiments d'aliens. Mais par contre, ils sont estropiés. Une nouvelle blessure serait fatale à chacun d'entre eux. John prend de vitesse Robin, se relevant. Son personnage se lève, vide son chargeur dans le tas ennemi, puis plonge l'arme au poing directement dans l'œil du monstre. C'est la fin des combats et les troopers du 3.16 n'ont pas démérité. Et comme dans cette émission, malheureusement, il n'y a pas Yumi, je vais quand même faire un lancement d'RL façon Yumi. 4, 3, 2, 1. Rubrique culture japonaise avec RL. Quoi de mieux que Plus ou moins geek pour parler d'une série sur les geekettes? Je sais plus ou moins quoi de mieux. Ça sera la version fille, tu sais. Ouais, c'est ça. Non. Donc pour les fans de manga, ils doivent déjà savoir de quoi je parle, mais sinon on va regarder ensemble. T'as encore une fiche? Oui. Ah, non. Oh la tricheuse. Ah mais regarde, le générique en fait, il est inspiré de plein de films différents. Mary Poppins, Kill Bill. Enfin Kill Bill. Qu'est-ce que j'ai dit? Je m'en vais. Sinon. Bon, donc j'ai récupéré mes petits bouts de fiche. Bon. Le plateau sera nettoyé par des gens qui ne sont pas nous. Vas-y. Voilà, hein, c'est pour ça que vous jetez tout par terre. Donc c'est une série humoristique et une histoire d'amour, parce que j'en ai pas encore présenté cette année. Parce qu'il y a un petit cœur qui bat sous RL. Ouais, bah, c'est surtout parce que c'est drôle. C'est un humour de quiproquo. C'est un humour de quiproquo un peu comme les vaudevilles. Donc c'est l'histoire de 5 geekettes, 6 surtout en fait, qui vivent recluses dans une sororité. Même les hommes sont interdits complètement de venir où que ce soit. Elles cherchent des nouveaux locataires, mais même les homos qui demandent de venir, elles disent non, c'est des mecs, on n'en veut pas. Et donc,
En fait, Erel est en train de rire, elle repense au truc. Et donc, mais ça me stresse, t'imagines pas comment ça me stresse. Et donc en fait, dans ce groupe de filles va débouler une personne qui s'appelle Oshale Ningen. Donc j'explique le concept au Japon. Déboule au chalet quoi en fait. Ouais. Non, Ningen c'est les personnes, c'est les gens. Donc c'est des personnes, c'est ce qu'on pourrait appeler les hipsters, les gens. Tu regardes Laurent Cassis à ce moment-là. Non parce qu'il je l'ai entendu le mot l'autre jour, je me suis dit ah mais non mais en fait les gens connaissent vraiment ce mot-là. Donc si ça vient de ouais non c'est plus les gens hyper fashion au Japon, c'est vraiment les nanas. J'ai fait la tour 109 il y a pas longtemps à Shibuya et c'est plein quoi, c'est que des nanas avec des fringues à 500 € la pièce, toutes hyper maquillées, coiffées, décolorées. J'en ai pour 502 €, je vous la laisse ma petite dame. Non mais c'est un truc de fou et donc cette personne déboule, il s'avère qu'en plus c'est un travelo. Donc le twist, il s'avère que c'est un travelo. Et donc il y en a qu'une qui sait ce secret-là et la personne tape l'incruste chez elle et elle essaie de cacher qu'en fait déjà les nanas elles sont tétanisées, leur moyen d'autodéfense dans la jungle de Tokyo c'est la pétrification. Dès qu'il y a un truc qui les gêne elles sont comme ça, elles parlent plus ni rien et donc déjà la personne un peu bling bling qui est là ça les terrorise. C'est très parodique comme humour parce que c'est ouais, le générique que tu nous as montré, c'est que de la parodie. Oui, c'est vraiment du quiproquo. Donc à chaque fois, le mec il va parler comme un garçon. Au Japon, c'est olé pour dire je. Voilà, la fille elle va essayer de cacher en disant olé, comme ça, voilà, pour essayer de détourner l'attention. Donc ça s'appelle Kurage Hime ou en français Princesse Jellyfish, en bon français, n'est-ce pas? Princesse Méduse. J'adore. Voilà, donc ça parle de méduse. Donc en fait, au Japon, les geekettes, ça s'appelle otaku. Et donc il y a des otaku de tout et n'importe quoi. Donc l'héroïne, c'est une otaku de méduse. Voilà, d'où la petite méduse. Ta meuf, elle est fan des méduses. Voilà. C'est génial. Mais c'est pour ça qu'elles ont pas de mec en fait. Il y en a une qui est fan des vieux monsieur, donc voilà, dès qu'elle voit un petit vieux, elle kiffe sa race. Il y en a une qui est fan de train, enfin voilà, c'est un truc un petit peu. Je crois que toi t'es fan des bouchons de stylo, je t'en file un. Non, pas tellement, tu peux le garder et te le mettre. Voilà. Ah, pardon. Madame, donnez-moi le gonzo à RL, tu vas être Il y a combien d'épisodes en bout de ta. C'est qui là? Je sais que tout le monde s'en fout, mais il y a combien d'épisodes? Il y a 11 épisodes, c'est une série assez courte, mais le manga est toujours pas terminé au Japon, c'est une série en cours. 11 épisodes, c'est tout? Ouais. Ah, tout ça pour ça? Oh bah dis donc. Mais désolé, écoute. Ça tient vachement bien ta méduse. Oui, c'est parce que c'est à cause de la laque. La méduse, elle est collée. T'as une tête à méduse. Ouais. Et cette fois-ci, je vais faire un lancement en façon Baptiste. Patron, nous avons réuni des informations. La rubrique suivante, c'est François. C'est le moment de découvrir un nouveau talent web. Voilà, donc aujourd'hui c'est la fin de la saison de Plus ou moins Geek et je suis triste. Pour deux choses. Déjà parce que c'est la fin, mais aussi parce que c'est une fin un peu molle, un peu nulle. Il n'y a pas de surprise de fin, un truc qui pourrait relancer un peu l'intrigue, qui pourrait nous... Oh mon Dieu, mon frère Gémeaux, tu viens de l'espace! Oh non! Tout de suite, un talent web. Merci pour le cliffhanger, les mecs. J'ai un truc à vous avouer, je n'ai pas mon permis d'automobile. Bon, je pars pas de zéro, hein, puisque je suis un dieu sur le jeu vidéo. Moi j'adore par exemple aller super vite sur l'autoroute comme ça, et péter tous les lampadaires. Avec talent. Il s'appelle Marc, mais en verlan, ça donne Kemar. Et ça tombe bien, c'est son pseudo. Kemar, en chiffres, c'est 12 millions. Son nombre de vues sur Internet. 180 000, c'est son nombre d'abonnés sur GeekTube. Et 2, c'est le nombre de potes avec lesquels il a commencé, les célèbres podcasteurs Norman et Hugo tout seul. Et une première question, que faisais-tu avant tes vidéos sur le web? Je lisais ce livre. Et sinon, j'étais en école de musique, tout simplement. Je faisais de la guitare. Et j'apprenais un peu les rouages techniques du métier d'ingénieur du son. Comment a débuté l'aventure Velcro? Les années 96, il ne s'est rien passé de spécial. Avant, j'avais commencé à base de graphisme sous Paint, et c'est pas des conneries sur Dailymotion, en tant que projet solo. Il y avait déjà Norman et Hugo, qui font déjà des vidéos, qui m'ont invité avec eux à faire des vidéos tout simplement. Et là j'ai fait ok, allons rire ensemble s'il vous plaît. En soirée je leur sortais 2-3 vannes plutôt bien senties, tout simplement, à la manière de Sim. Et donc là ça a été le coup de foudre et puis on est parti dans une aventure inoubliable. Le Velcro s'est arrêté, est-ce que c'est à cause de Sim? Énorme, fabuleux, grandiose, prêt. Ou encore, ça fait plaisir sur la tête de ma mère. Les journalistes du monde entier font leur... Très bonne question, monsieur. Tout simplement parce que nos vidéos étaient trop compliquées à réaliser. On allait à droite à gauche pour faire des vidéos qui étaient aussi très peu vues.
sur Dailymotion à l'époque. Et donc on a décidé de simplifier le truc en faisant du facecam comme ça, chacun de son côté, Norman ayant commencé. Puis... Salut les gars, juste pour vous dire, vous êtes une belle brochette d'enculés. Bonne soirée. En fait, je me sens... Est-ce que tu es fier de toutes tes vidéos? Pas toutes. Par exemple, je regardais il y a 2-3 mois une vidéo intitulée La chaleur de l'extrême. En été, il y a une putain d'ambiance, j'adore. Il fait beau, il fait chaud. Et où je suis resté comme ça, bloqué dans la vidéo pendant 5 minutes. Ah ok. J'ai même cliqué sur pouce rouge et insulté la personne ayant fait cette vidéo. Bien man. Je préfère les dernières qui sont un peu plus représentatives de mon humour. La première vidéo sur la cigarette, je crois. Les fumeurs se rendent compte qu'ils payent pour avoir le cancer. Mais c'est absurde. Bon, c'est vrai qu'après je m'en lasse rapidement. Hein. Là, je pense que dans quelques jours ça sera autre chose, mais enfin bon, là plutôt les dernières plutôt que les anciennes. Oh, c'est gênant. Tu me plais. Quelle vidéo a été la plus difficile à faire? Je crois que c'est la vidéo sur la musique qui dure plus de 8 minutes. Salut les copains, aujourd'hui je me suis levé avec une idée de ouf. Oh mon dieu. Oh, j'ai une idée de ouf là. Et je crois qu'il a duré 1 mois. Faut dire que je suis extrêmement lent, mais j'ai dû mettre 1 mois pour tourner, pour écrire des passages, et puis pour monter quoi. Donc très chiant, donc j'étais bien soulagé de la balancer. Et puis surtout elle a été accueillie avec dithyrambique. T'écoutes de tout? Ouais. T'aimes bien la chanson Paillarde par exemple? La bite du cul, ouais, j'ai adoré. C'est bien ça? Attends, fais... Ouais, ça j'aime. T'aimes bien cette zik, hein? T'aimes bien ça? Ça me plaît, ça, j'écoute de tout en fait, donc... Connard. Wesh. Le bruit de la porte, c'est pas mal ça. Comment définirais-tu ton style? Mon style, c'est ça. Voilà. Pour résumer. Donc moi je peux passer des inconnus, Louis de Funès, Richard Boringer. Richard Boringer, que l'on salue. Bien sûr, plus ou moins geek encore. Enfin voilà, c'est la Bible. Genèse. Bon, alors lui, il est sur une autre planète. Hein. J'ai plein d'influences à droite à gauche. Donc c'est pour ça que peut-être un peu mon style, il part dans tous les sens. Quoi. Donc c'est pour ça que parfois les gens ne comprennent pas et qu'il leur faut un peu de temps pour faire ah ok, je comprends un petit peu. Où est-ce qu'il va en venir ce petit bougre? Petit bougre, quels sont tes futurs projets? Donc une nouvelle chaîne YouTube, Team Bagel. En gros, il y aura pas mal de mecs d'internet qui vont être réunis autour d'une prod vraiment stylée, vraiment bien foutue comme à la télé. Quoi. Alors, allez voir les sketchs de Kemar, rejoignez ses 180 000 fans Geekbook et pour finir, comme David, un bon geek est un geek curieux et à lunettes. Ma conclusion sur les textos, c'est que c'est à la fois bien et pas très bien. Au revoir. Je vais faire un lancement façon Nicolas. Patron, ce qui suit, c'est un truc incroyable. C'est Franck, la shopping list. Tout de suite, la shopping list. Salut à tous, et voilà, c'est la 27e et dernière shopping list de cette émission, donc maintenant je crois qu'il est temps de vous dévoiler mon secret. Parce que j'ai toujours essayé de faire des blagues machistes et salaces, des trucs sous la ceinture, pas forcément très marrants, mais c'est juste... Ah. C'est pas possible, on m'appelle tout le temps. Ouais, allô? Oh mince, j'avais oublié, attends, j'arrive. Titanium Wars, un jeu spatial où vous aurez pour but de développer un empire pour venir à bout de vos adversaires lors de combats tactiques et acharnés. Vous devrez également prendre un matériau qui attire toutes les convoitises, le titanium. Une ressource qui permet de repousser les limites de la technologie. On va maintenant faire une passe rapide sur 2 jeux à retrouver sur Wii U. Il y a d'abord Lego City Undercover. Vous êtes un flic dans une immense ville, c'est beau, fluide, drôle et bourré de références. Et pour une fois, Lego ne base pas son jeu sur une licence d'un film déjà existant. Ensuite, il y a Monster Hunter 3 Ultimate, où vous incarnez, comme son nom l'indique, un chasseur de monstres dans un monde vaste et complet, avec plus de 200 quêtes, 70 monstres à combattre et de nombreux items à fabriquer. The Thompson, un film en Blu-ray avec comme phrase d'accroche « Twilight rencontre Tarantino ». Ok, bon, ça n'a un peu rien à voir, c'est comme si tu faisais un mix entre Dora l'exploratrice et Los Angeles 2013. Enfin bon, c'est un film assez trash avec pas mal de sang sur des vampires qui partent en Angleterre, mais malheureusement pour eux, les traqueurs qu'ils sont vont être traqués. Les Inconnus dans la ville chez Carlotta Film. Ça se passe en 1955. Alors certains vont me dire « Oh oui, mais les vieux films, machin, moi je veux des explosions à la Michael Bay et tout, effets spéciaux et tout. » Non, bah laissez-moi vous dire que vous êtes des gros. Parce que les vieux films, c'est la vie. En gros, c'est l'histoire de 3 gangsters qui vont bouleverser une petite ville minière de Pennsylvanie.
Masque, une histoire sur une méthode théâtrale révolutionnaire pour devenir un bon acteur. Mais elle devient interdite à cause de trop nombreux suicides. 40 ans plus tard, la méthode est toujours enseignée et s'ensuit plein d'événements trop badants que je vous raconterai pas. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai des cours pour devenir présentateur télé. Il serait peut-être temps, c'est la dernière, quoi. Danger Girl chez Glénat Comics, ce sont des sortes de Totally Spice mais version un peu plus adulte, avec des femmes agents secrets aussi redoutables que glamour. Mais bon, moi je dois vous avouer que j'ai regardé que les images. Ouais, pourtant c'est pas compliqué, il y a que 3 bulles par page, mais bon... Alien, rien de nouveau dans ce comics, l'histoire reste la même que le film, je dirais même que cette BD n'a pas vraiment d'intérêt. Bon, si ce n'est que d'admirer le style graphique du dessinateur, enfin bref. J'aimerais pousser quand même un petit coup de gueule pour tous les dessinateurs qui utilisent des typos d'ordi dégueulasses. Bon, je voudrais pas passer pour un vieux con, mais c'était mieux avant, quand on dessinait et tout. Le voyage extraordinaire chez Vent d'Ouest, une BD qui va se dérouler dans une Europe steampunk et l'histoire va tourner autour de 2 personnages, Emilia et Noémie, qui vont tous deux partir à Paris pour participer au concours Jules Verne et essayer de retrouver le père disparu d'Emilien. X-Men, Pixie contre-attaque chez Panini Comics. Bon, moi perso, je trouve qu'on parle pas assez des femmes dans notre émission. Elles sont aussi un pilier important de la culture geek, non mais c'est vrai. Elles sont belles, intelligentes, et voire plus intelligentes que les hommes. Bon, je tiens à le rappeler. Mais je dis pas ça parce qu'une femme à ma gauche pointe une arme vers moi, pas du tout. Enfin bref, l'histoire est signée Catherine Imonen et le dessin est fait par l'italienne Sara Piccelli. C'est beau coloré et c'est donc à découvrir absolument. Elle chez Soleil, un homme va partir sur les traces ancestrales d'une princesse égyptienne nommée Elle. Celle-ci posséderait le secret de la jeunesse éternelle, mais sa cruauté n'a d'égal que sa beauté et l'aventure s'annonce bien périlleuse. Moi perso, j'aime bien l'Égypte, tout ce qui est pyramide, papyrus, l'animateur télé Nagui, enfin tous ces trucs quoi. La dernière pluie chez Fleuve Noir, un thriller qui nous plonge dans l'histoire d'un homme qui va partir à la recherche de sa femme journaliste, qui elle-même est partie enquêter sur un serial killer. Mais son mari découvre qu'il pourrait y avoir un lien entre le tueur et sa femme, c'est assez flippant. Enfin bref, tout ça se passe à Helsinki. Helsinki, une belle ville où il doit se passer plein de choses, comme par exemple, la pêche. La pêche, c'est cool la pêche, non ? Et voilà, la shopping list est définitivement terminée. Je tiens à remercier quand même toutes les personnes qui m'ont permis de faire cette rubrique. Je pourrais mettre quelque chose dans mon CV à côté d'Escort Boy, ça va faire du bien. Et quant à nous, on va retrouver la fin de Plus ou Moins Geek. C'est parti, salut. Franck, c'était ta dernière, mec. Allez, c'est le moment de passer au plus, et cette fois-ci, je vais pas demander à mes petits chroniqueurs chéris d'amour que j'aime de voter, puisque le grand plus, on va le donner à tous les gens qui ont permis de fabriquer cette émission. On a passé une super saison tous ensemble. Je vais penser notamment à toute l'équipe technique. Vous avez pu la voir un petit peu dans l'inside que Franck a fait pendant 3 épisodes. Donc un grand merci à tous les cadreurs. Il y a Eric qui est à la grue qui est là. Bonjour Eric. Oh, Eric à la nous grue. avons Arnaud Travelling. Je vois Nicolas qui fait de l'électricité. Et non pas Arnigo Travelo. Arnigo Travelo. Il y a des gens qui poussent le travelling. Un grand merci à tous les soutiens qu'on a eu au niveau de notre chaîne. On fait des gros bisous à notre productrice chérie qui devrait vraiment nous augmenter, je trouve. Un grand alléluia à Jean-Louis, notre chef opérateur qui nous a éclairés. Parce que sinon, Père Noël à nous. Notre Père Noël, c'est Georges Lucas. À chaque fois qu'on met une vidéo ou une image de Jean-Louis sur notre Facebook, les gens me disent oh, c'est réalisé par Georges Lucas. Non. Par contre, c'est réalisé par David Aremza qui est plein de qualités, même s'il est belge, malheureusement. Et qui ne s'énerve jamais. Et qui ne s'énerve jamais, qui est quelqu'un d'une grande classe. On va faire des gros bisous à David. À nos scripts, puisque nous avons eu 3 scripts. Donc un gros bisou à Réjeanne, à Marjorie et à Il n'y avait que 2 scripts. Voilà. Et ça, je ne veux pas qu'on le coupe, messieurs, dames, parce que oui, j'ai le droit d'avoir des blancs pour la dernière. C'est Esther. Esther en plateau, quand même, qui a la voix d'un petit Ewoks et qui nous rappelle toujours à l'ordre qu'on est méchant, qu'on parle pendant les prises, qu'on n'est pas raccord, qu'il ne faut pas qu'on regarde nos fiches et qu'on n'est pas discipliné. J'en oublie, il y a des cadreurs qui sont là, qui sont derrière. Il y a 2 autres cadreurs qui sont cachés derrière. Il y a Mathieu, il y a Jean-Yves, il y a Jean-Christophe et son bonnet de laine surréaliste. Dans le cas régie, un gros coucou aussi à Johan qui lance tous les sujets, qui a beaucoup de patience avec nous. Qui y a d'autres, les amis? Mais il y a Karen, notre maquilleuse. Et je vais continuer mes remerciements en faisant apparaître ces gens avec, attention, incroyable, un claquement de doigts. Bye bye.